Emmanuel Todd. Oui, alors ce débat sur ce qui s'est passé dans l'immédiate après-guerre est très très intéressant. Mais là, on parle en fait du rôle des Américains dans un sens ou dans l'autre, je ne sais pas, mais on parle d'une Allemagne qui n'existe plus. C'est-à-dire on parle d'une Allemagne qui a été divisée et qui était revenue, je dirais, à la taille de la France. Et où on pouvait effectivement, dans un contexte de lutte contre l'Union soviétique, contre le communisme, se raconter que la réconciliation franco-allemande, c'était quelque chose de très important. Et les Allemands, d'ailleurs, pouvaient trouver leur compte dans cette idée de réconciliation. Mais il est bien évident qu'on c'est fini. Je veux dire, il y a eu un élément très important qui est la réunification de l'Allemagne. Les règles du jeu ont changé, les rapports de force ont changé. L'Allemagne est redevenue elle-même, en un sens. C'est-à-dire c'est redevenu un pays qui est beaucoup plus puissant que la France. Industriellement, c'est évident, mais simplement en termes de masse démographique. Et je crois qu'on est tout à fait sorti de cette période. Et une partie les Français n'ont pas percuté là-dessus. Mitterrand a eu très peur et a fait cette fausse manœuvre de l'euro parce qu'il voyait revenir cette puissance allemande autonome. Mais, je veux dire, les Français ne sont pas dans la réalité quand ils pensent toujours en termes de couple franco-allemand. D'ailleurs, les Allemands ne pensent jamais en termes de couple franco-allemand. Et d'un point de vue allemand réunifié, les choses ne se passent pas à l'échelle du couple franco-allemand. Là, pour le coup, on est revenu avec l'Allemagne réunifiée. On revient à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. C'était quoi la Deuxième Guerre mondiale ? C'est quelque chose qui a montré que la France n'était pas du tout à l'échelle pour contrôler l'Allemagne. La Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas du tout été une guerre européenne. C'était une guerre faite par l'Allemagne à l'Europe pour l'hégémonie, qui a été une guerre atroce. Et pour maîtriser l'Allemagne, il a fallu un peu les Anglais, un peu les Américains, mais beaucoup l'armée rouge. Le rapport fondamental, la réconciliation fondamentale pour qui s'intéresse à cette histoire générale, ce qui est important, c'est les rapports entre l'Allemagne et la Russie. Je veux dire, la France, c'est la seule puissance, je dirais, d'importance que l'Allemagne ait battue dans la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, son destin, ça s'est réglé à Stalingrad et à Koursk. Et maintenant, ce que les Français n'ont absolument pas compris, dans tous ces débats sur la germanophobie, etc., c'est qu'ils surestiment l'importance de la France. C'est vrai que la France est prisonnière d'un système économique et monétaire qui est contrôlé par l'Allemagne. Mais le problème fondamental... C'est le quatrième Reich, là. On est dans le quatrième Reich. Vous êtes en train de dire. Je décris, on y est. J'ai parlé de contrôle économique et monétaire. L'un des grands jeux dans ce débat sur la germanophobie, c'est de dramatiser d'une façon incroyable. Dès qu'un type dit « Oh là là !» Je veux dire, c'est terrible, l'Allemagne contrôle la monnaie unique maintenant qui est devenue le marque, et c'est un problème pour la France, avec son industrie un peu plus faible, de vivre dans une zone marque. Je veux dire, tout le monde dit germanophobie, la guerre est à notre porte. Oui, mais on parle, comme le disait Marie-France Garot, on parle de rapport de force dans un univers raisonnable, en sachant... Et je suis en train d'essayer d'appliquer une direction un peu modeste au débat. Le problème, d'ailleurs le problème de la germanophobie, la France est le pays le moins germanophobe qui soit. On va le voir, je suis pratiquement le seul type qu'on essaye de classer comme germanophobe. Attends, juste avant de continuer. Mais la germanophobie, je veux dire, c'est en Italie, c'est en Espagne, c'est en Grèce. Oui, on va revoir quelques images. Non, mais là, on est de nouveau dans la dramatisation culturelle, si on peut dire. Moi, je voudrais quand même revenir un peu sur l'espèce de conte pour bisounours qu'on nous a sur l'économie allemande, l'Europe, on va y revenir etc. à l'économie. Oui, non, mais c'est sûr. Moi, en fait, je me rends compte que je suis en train de militer pour un véritable respect de ce qu'est l'Allemagne. C'est-à-dire que les tentatives des Français pour ne pas voir la puissance mondiale de l'économie allemande est tout à fait extraordinaire. L'économie, le patronat allemand ne se pense pas dans une relation exclusive avec la France. La stratégie, l'adaptation allemande à la globalisation s'intéresse à des pays comme la Chine. Il y a effectivement une utilisation de la zone euro pour équilibrer ses comptes et pour dégager des excédents. C'est-à-dire que l'Allemagne a fait une adaptation que je qualifierais d'intelligente à la globalisation économique et au libre-échange, mais qui se fait au détriment de ses partenaires internes de la zone euro, mais qui se pense à l'échelle mondiale. Je rappelle que l'Allemagne
est le premier ou le deuxième exportateur mondial. Ça dépend des années avec la Chine. Donc la volonté des Français, cette espèce d'arrogance française qui, sous couvert de germanophilie ou d'europhilie, s'acharne à ne pas juger l'Allemagne et son économie à sa juste valeur, on est à front renversé. Pour moi, le germanophobe, c'est vous. Vous ne voulez pas voir l'Allemagne avec son efficacité. André Wims, qu'on n'a pas entendu. Pour moi, c'est carrément une Madeleine de Proust ici, là, parce que quand je suis né en Alsace, en plus, avant d'être comédien, je suis alsacien. Donc ces discussions-là, j'entendais que ça. C'était avec mon grand-père qui était paysan, chaque fois qu'il buvait un verre de schnapp, il disait encore un que les Allemands n'auront pas. J'avais ça aussi dans ma famille qui était tout à fait juive. Oui, je parle des élites. C'est vrai que les élites françaises ont une névrose allemande. C'est vrai, il y a une sorte de névrose allemande des élites françaises. Il faut faire comme l'Allemagne. Alors, à droite, c'est complet parce que il faut être efficace comme l'Allemagne et puis il y a quand même de l'envie de dire. Les Français sont un peuple difficile à gouverner quand même. Je crois que sans aller dans le gros stéréotype culturel, on peut dire et admettre qu'ils sont moins disciplinés que les Allemands. Oui, je crois que vous pas pouvez me l'accorder. C'est pas du tout un stéréotype. Vous avez raison. Mais je veux dire, donc il y a toujours la droite française a toujours ce rêve de diriger des Allemands qui seraient en Normandie, en Bretagne ou ailleurs, et ça, comment dire, et ça ne se passe pas comme ça. Ce qui est difficile, c'est qu'on fait un petit peu toujours les choses à l'emporte-pièce, c'est que imiter l'Allemagne, c'est quoi? Si on essayait d'imiter exactement l'économie de l'Allemagne, ce serait très très fâcheux parce que nous n'avons pas la structure des entreprises ni des exportations. C'est ce qui est demandé dans les projets européens. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Guillaume Clossat, vous vouliez dire un dernier mot avant qu'on passe à l'économie proprement dite? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a même une grande admiration pour la réussite allemande. Je crois que les élites sont conscientes. Je pense tout simplement qu'on a pris ces 30 dernières années des mauvaises décisions au niveau politique et que la France a tout à fait le potentiel pour être un grand pays industriel. Et si vous regardez... d'abord, elle l'est encore. Elle l'est moins que l'Allemagne, mais si vous regardez aussi la dynamique démographique, dans les 15-20 années qui viennent, le rapport aussi va s'inverser, et la France sera démographiquement le premier ou le deuxième. Quand vous dites ça, vous n'êtes pas démographe, mais quand vous dites ça, quand vous dites la dynamique démographique n'est pas la même, vous savez, démographique, c'est faire des enfants, c'est la vie familiale, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire, c'est une différence importante, c'est 1,4 de fécondité de descendance finale en Allemagne, 2 en France, c'est une différence massive de comportement. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire en fait que la France, les sociétés françaises et allemandes sont des sociétés radicalement différentes dans leurs mœurs? Est-ce que vous êtes en train, est-ce que vous vous rendez compte qu'avec cette variable démographique, vous êtes en train de signer l'acte de décès de l'Europe? Mais pas du tout. Et il y a une chose qui est quand même fondamentale, parce que cette construction européenne, on l'a basée sur quelque chose qui s'appelle la dignité de la personne humaine. On a mis en... Pitié. Alors, pitié. Eh bien, c'est la personne humaine tranquille. Franchement, on s'en occupera après ou avant. Cette dignité de la personne humaine, aujourd'hui, qui est fondée sur la Convention... Oui, ben, je vois que vous n'y croyez pas à l'être humain, à la limite, vous ne croyez qu'à la France. Mais pas avec la sauce que vous nous servez. On a créé au lendemain de la guerre une civilisation européenne qui est non plus uniquement, exclusivement fondée sur le rapport de force, le rapport entre États, la violence interétatique, mais qui est fondée sur le droit des gens, la dignité, le respect de la personne. Et ce droit, aujourd'hui, c'est le droit qui prévaut en Europe. Et ça fonde une nouvelle civilisation européenne qui fait aussi beaucoup de rapprochements. Mais les Européens ne sont déjà plus égaux. Les Européens, les rapports de force maintenant sont économiques. Je veux dire, toutes les idées de violence physique, militaire, c'est absurde. Bon, il y a l'arme nucléaire et toutes ces choses-là, mais en Europe et dans le monde, actuellement, les rapports de force s'expriment de façon économique. Et les rapports de force économiques commencent de s'exprimer très violemment à l'intérieur de l'Europe. Et actuellement, les Européens ne valent plus tous la même chose. Exactement. Je vous interromps parce que c'est exactement les images que j'allais vous montrer. Des équilibres qui sont à dynamiques. C'est dynamique, mais ça va exactement dans le même sens. Hélène Millard de la Croix, regarde. Premièrement, je pense qu'en tant qu'Allemande, quand je vois des photos comme ça, je trouve ça désolant. Ça me touche et évidemment, ça fait mal. Ça fait tout simplement mal qu'à un moment où on a cru achever l'Europe, on voit des photos comme ça.
Et ayant dit ça, en tant qu'Allemande, je veux dire que toutes les Allemands ne sont pas Madame Merkel. Hein. Madame Merkel, c'est une chancelière, elle fait de la politique. Il y a beaucoup des Allemands qui d'ailleurs approuvent et de plus en plus des Allemands qui désapprouvent sa politique. Il y a aussi des choses qui changent en Allemagne, qui changent tout juste là. Il y a tout un discours là maintenant en Allemagne qui commence sur la pauvreté en Allemagne, les divergences économiques, les divergences de revenus et tout cela. Donc je pense que quand on parle des Allemands, il n'y a pas les Allemands. Hein. Il y a la gauche allemande, il y a la droite allemande, il y a des jeunes Allemands, il y a, voilà, donc il n'y a pas cette Allemagne sur lesquelles on peut avoir une certaine germanophobie, comme j'ai entendu ici, mais il y a aussi une autre Allemagne, et je pense que la plupart des Allemands, et je sais ça de nombreuses réunions que moi je fais en Allemagne avec des gens, nul en Allemagne, les personnes en Allemagne, les gens simples en Allemagne ne veulent pas être l'Allemand moche. On ne veut pas être ça. Hein? The ugly German. We do not want to be this. Hein? Emmanuel Todd. Oui, c'est touchant d'entendre ça. Et c'est beau. Je crois que, comment dire, il y a une certaine injustice dans ce qui arrive à l'Allemagne. Je veux dire, elle n'a pas cherché cette situation. C'est-à-dire, il y a une efficacité intrinsèque de la société et de l'économie allemande, qui est un fait, c'est pas un fait de nature, c'est un fait d'histoire et de société, qui a remis l'Allemagne dans une situation de surpuissance relative en Europe, et l'Allemagne ne l'a pas cherché, et ça serait profondément injuste de dire qu'il y avait le projet d'arriver à ce genre de situation. Non mais arrêtez, vous m'approuvez, vous n'allez plus m'approuver bientôt. Mais ce que je veux dire, c'est que les derniers événements, donc on se retrouve en fait un peu par accident avec une Allemagne qui contrôle les règles du jeu en Europe et qui commence d'imposer ces règles. Avec cette histoire, pour moi, c'est pas du tout Merkel, c'est les sphères dirigeantes allemandes en général, donc avec ces règles d'austérité. Et ce qui m'inquiète, moi, en tant qu'historien et d'anthropologue, c'est de voir réapparaître ce qu'on a connu dans l'histoire, et pas du tout seulement à l'époque du nazisme, c'est-à-dire une certaine forme de raideur, de mépris, je peux terminer. C'est juste étonnant. Je peux terminer. Non, mais dans la genre germanophobie, là, on atteint des degrés. Je dirais de raideur. Comment dire, de raideur et je dirais de conception hiérarchique. Et moi, ma véritable crainte et ce que j'examine en tant qu'historien, et j'essaye de sentir ce qui se passe, c'est voir si cette situation de surpuissance relative en Europe, dans un contexte de compétition économique aggravée, n'est pas en train de ramener au jour des attitudes anthropologiques allemandes traditionnelles. Je voudrais terminer sur ce que vous avez dit, que c'est ce que je trouvais touchant, c'est-à-dire l'idée que tous les Allemands ne sont pas comme ça. Évidemment, on parle d'une société, l'Allemagne est remplie de gens sympas, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite libéraux, mais ça aussi on l'a connu dans toute l'histoire. Et le véritable drame de l'histoire allemande, c'est que ces gens ont toujours été vaincus. Vous voyez, la vérité de l'Allemagne, c'est évidemment c'est une culture pluraliste, mais les sociaux-démocrates allemands se sont couchés en 14, ils se sont couchés en 33. Je veux dire, le Parti communiste. Mais donc, voilà, si vous voulez. Donc, si vous voulez, le problème, c'est d'essayer de comprendre une histoire qui est en train de se faire. Je veux dire, où l'Allemagne, on sent que l'Allemagne, par effet de dynamique interne, qui est tout à fait respectable, et de position de force, est peut-être en train d'être ramenée à ce qu'elle ne veut pas être. C'est là qu'est le véritable drame. Sorti par le haut. Simplement, de mon point de vue un peu naïf toujours, mais on parle que d'économie quasiment depuis tout à l'heure. Non, quelques mots de politique. Non, ce sont que des rapports économiques, des chiffres, etc. Et c'est assez extraordinaire parce que, au fond, est-ce que tout ça, ce n'est pas l'illustration de la faillite du projet européen comme simple construction d'un grand marché économique, etc., qui est en train de se casser la gueule de tous les côtés et dont on voit l'illustration par les reportages qui étaient là tout à l'heure. Je me rappelle, par exemple, un des derniers vrais moments de rapprochement franco-allemand, je dirais au-delà des gouvernements, assez fort. Moi, ça m'avait assez fasciné. C'était quoi? C'était pendant la Deuxième Guerre d'Irak, quand les Français et les Allemands, de concert,
se sont opposés à la position anglo-américaine et plutôt à l'initiative de la France en l'occurrence, mais ont marqué une vraie position politique dans une vraie question internationale. Plutôt à l'initiative de l'Allemagne. Autre chose, la question, j'y reviens, peut-être parce que on écrit tous des livres, la question des langues en Europe. L'Europe est une mosaïque de cultures, c'est une même culture, mais c'est en même temps des cultures extrêmement différenciées. Qui s'intéresse aujourd'hui dans la construction européenne à la question des langues? Jean Quatremer écrit des choses très intéressantes là-dessus sur son blog, mais comment se fait-il que les Allemands et les Français, les autorités politiques de ces deux pays aient complètement abandonné la défense à Bruxelles? Non, mais aujourd'hui, ça s'effondre complètement. Est-ce que toutes ces questions-là ne sont pas aussi intéressantes pour définir une identité européenne que les questions économiques? Et deuxièmement, est-ce que toutes ces questions-là peuvent trouver une solution dans une Europe à 20 ou 25 membres? C'est évidemment impossible. Ça pourrait avoir un sens dans une Europe à 5, 6 États assez proches par leur niveau économique pour construire quelque chose ensemble. Moi, il me semble que si on ne revenait pas vers cette échelle-là, ce qui semble très utopique aujourd'hui, tout ça n'a plus aucun intérêt, plus aucun sens et va vers un chaos de plus en plus généralisé. Voilà. Oui, moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit Guillaume Duval. Ce n'est pas une page de publicité, mais je considère que son livre est un petit chef-d'œuvre sur l'Allemagne. Si vraiment vous voulez comprendre ce qu'est l'économie, ce que sont l'économie et la société allemande, vous lisez le bouquin de Guillaume Duval, Made in Germany. Cela dit, je termine. Il a terminé sur cette contradiction apparente qui était, mais pourquoi est-ce que l'Allemagne demande à tous ses partenaires de faire quelque chose qui lui serait défavorable? J'ai bien compris. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et inquiétant. C'est-à-dire demander à tous ses partenaires des politiques de compression de la demande qui ne peuvent aboutir qu'à confirmer l'Europe dans sa situation de trou noir de l'économie européenne, c'est vraiment inquiétant. Et c'est ça... Parce qu'ils achèteront moins de produits allemands par la même occasion. Je reprends ce qu'a dit Guillaume Duval. Et j'essaie de voir ce que peut en faire un historien qui se pose honnêtement des questions sur l'Allemagne, sur ce qu'elle a été, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle est en train de devenir. Ça pose la question, il faut interpréter. Je veux dire, les Allemands font quelque chose qui, en apparence, est pas bon pour eux-mêmes. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Mais je veux dire, il y a plusieurs interprétations possibles. Ça peut être du pur irrationnel, et effectivement, cette espèce de mentalité d'autodiscipline et d'autopunition qui fait du bien. Je veux dire, il m'est arrivé d'être masochiste dans mon existence, pas en un sens sexuel, en un sens du travail, et je peux comprendre les attitudes allemandes. Mais c'est un irrationnel. Ou alors, ça peut être, et je crois que c'est le plus inquiétant, ça peut être quelque part, je m'intéresse beaucoup, en fait, j'essaie de comprendre ce que sont les attitudes du patronat allemand derrière Angela Merkel. Parce que moi, je pense que c'est le patronat allemand qui est aux commandes, en fait, du système. Et ben, ce qui est mauvais en termes de bien-être est bon en termes d'élimination de la concurrence intra-européenne. Et si, effectivement, l'Allemagne est dans une recherche de puissance économique et de maîtrise de l'Europe occidentale, c'est ce qu'elle ferait malgré tout. Je veux dire, ce genre de politique, si certes il ne fait pas du bien potentiellement à la population allemande, je veux dire, il assure en fait, c'est-à-dire dans 4 ans, il n'y aura plus d'industrie française digne de ce nom. Et ce que je dis, je ne dis pas, je ne suis pas sûr. C'est des questions que je me pose, mais je me dis que quand même, on est historien. Je veux dire, on ne va pas quand même exonérer a priori l'Allemagne de toute attitude irrationnelle, négative et de puissance. Et c'est pour ça, je termine et ensuite j'ai fini, c'est pour ça que je recommande, à propos de cette Allemagne si sympathique et si nécessaire, l'application d'une certaine forme de principe de précaution, compte tenu de ce que nous connaissons de l'histoire.